Cet épisode est présenté par Vichy Laboratoire, une marque spécialisée dans les soins de la peau et du cuir chevelu depuis près de 100 ans. Oh, mamie! Qu'est-ce qui se passe? Tu traversé ton café? Oh! J'ai eu une fuite, là. Tu sais, les fuites, là, quand tu maries. Oh non, pauvre toi, ça t'arrive souvent? De plus en plus, là. Il suffit que je bois un petit peu trop de café puis un fou rire, puis c'est le combo fatal. OK, mais là, ça marche pas, là. Faut renforcer ton plancher du bas. Hein? Bon quoi? Ton périnée. Faut faire des exercices de Kegel. C'est pas un même chaos, cette affaire-là? Non, attends, je vais te montrer. Moi, j'ai fait des cours de ça quand j'ai fait ma formation pour devenir doula. bon. OK? Donne-moi tes mains. OK. Détends-toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Expire. OK, serre. Relâche. Serre. Garde-le. Garde-le. Tu le sens-tu? Je suis tête en tête. T'es conne. Oh non! Caroline, je me suis encore pissée dessus! Ça va pas. Là, ça marche pas. Eh non, ça va pas du tout. Faut trouver quelque chose. J'ai une amie qui me parlait d'une application. Je vais essayer de la trouver parce que là, On dirait que j'ai une couche. c'est en péril, là. Ah, voilà. Kegel Queen. Kegel Queen. Ah, c'est bon, ça t'envoie des rappels, ça met une petite musique pendant les exercices, OK? Oui, c'est 4,6 étoiles en plus. Génial. OK. En 3, 2, 1, ça commence. Serre. Relâche. Serre. Relâche. Serre. Relâche. Serre. Garde-le. Garde-le. On essaie de sauver notre fierté. Caroline! OK, attends, continue. Continue, t'en as besoin, continue. Serre. Hi everybody, welcome to Generation Sidecheck. Non, je vais pas faire l'épisode en anglais, je vous le promets. Je suis super contente de vous retrouver encore une fois cette semaine parce que là, on va aborder un sujet qui est essentiel et souvent négligé. Ben oui, encore en date d'aujourd'hui, on a de la misère à parler de la santé au féminin. Prendre soin de soi, c'est pas juste une question d'apparence ou de mode de vie, c'est avant tout une démarche qui est globale et qui englobe la santé physique, mentale et même sexuelle. Yes, on va peut-être parler de sexe. En tant que femme, nos corps et nos esprits traversent des cycles, des changements et des défis uniques qui méritent vraiment toute notre attention. Et pourtant, on a tendance à nous mettre souvent en dernier dans notre petite liste de priorités. Alors, c'est à se questionner. Qu'est-ce qu'on doit réellement considérer pour mieux nous écouter et répondre à nos besoins réels en tant que femme? Comment on peut cultiver un bien-être durable tant dans notre corps que dans notre esprit? Et surtout, comment on peut déconstruire les tabous encore présents autour de notre santé sexuelle, mentale et voire même hormonale. Dans cet épisode, on va explorer en toute intimité les pratiques pour prendre soin de nous, comprendre les différences à considérer par rapport à notre équilibre émotionnel et des soins adaptés à notre réalité en tant que femme. Voilà, c'est fait pour vous. Ma sidechick Anne Lovely s'est entretenue avec la docteure France Leduc, gynécologue, sur les bonnes habitudes à avoir pour le maintien d'une santé sexuelle optimale. Ma sidechick Noémie, quant à elle, est allée se promener dans les rues de Montréal pour sonder les gens par rapport à leur connaissance sur la santé féminine. Je vais aussi avoir l'immense plaisir d'avoir un tête-à-tête avec l'animatrice, l'actrice, l'auteur, la femme aux multiples talents Valérie Chevalier. Une discussion qu'on va même poursuivre par la suite dans le salon avec Eric Preach, parce que oui, j'ai voulu qu'on parle de notre réalité féminine avec un homme. Et là, on va aller les rejoindre dans un instant. Merci à Starbucks de présenter cette entrevue vedette et de créer de réels moments de connexion avec vous et nos invités. Allô Valérie! Salut. Bienvenue à Génération Sidechick. Merci, je suis contente d'être là. Oui, je suis contente, t'amènes de la couleur dans ma journée. C'est important, il faut cultiver c'est ça, l'énergie. Ah, c'est important. Puis surtout, en parlant d'énergie, là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de santé au féminin. Oui. Parce qu'on n'a pas le choix de le prendre un peu à part. Hein. La santé féminine, c'est vraiment complètement différent des hommes. Je suis curieuse d'entrée de jeu à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui cohabite ou auquel tu réfléchis pas pantoute dans ton quotidien?
C'est quelque chose, en fait, c'est drôle parce que la santé féminine, ça a toujours été quelque chose d'assez automatisé chez moi. OK. Parce que je prends la pilule contraceptive depuis des années, des dizaines d'années. Mais cette année, pour des raisons médicales, j'ai arrêté la pilule. Et là, c'est comme si ça a ouvert la porte à la découverte de la santé féminine et à quel point ça affectait, dans le fond, l'humeur, la santé physique, l'énergie et toutes sortes de choses. Mais c'est comme si je m'étais un peu prémunie de ça avec... c'est mon espèce de calendrier, ma petite pilule chaque matin. Puis c'est comme si c'était réglé. Puis là, pas que c'est déréglé, là, c'est tout à fait naturel, mais je vais dire, c'est des cycles que je connais pas puis que j'apprivoise. Tu es encore en train de l'apprivoiser, autrement dit, là. Oui, absolument. C'est nouveau. Je me rends compte à quel point je connaissais pas ça. C'est ça qui est fou aussi. C'est pour ça aussi que j'ai envie qu'on en jase, parce que je ne comprends pas que même à la veille de mes 38 ans, il y a encore des choses que je ne comprends pas de ma propre noune. Tu sais, genre, je suis comme, comment ça? Mais il y a tellement de choses qu'on ne s'est pas fait enseigner d'abord, qu'on a un peu découvert sur le tube, qu'on a fait, c'était peut-être pas ça finalement, puis que dans des discussions ou dans des... Il y a peu de documentation sur la chose. Puis même moi, récemment, en faisant quand même, mon Dieu, je connais pas ça, puis il faut que j'aille chercher. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Il faut vraiment creuser pour aller trouver. Puis même là, je connais même pas toujours les mots de ce que je cherche. Comme ça doit être les ovaires, les ovules. C'est quoi les ovaires, les ovules, follicules? C'est quoi la différence entre follicule, ovule? C'est la même affaire? C'est différent? On le sait pas. On est donc bien pas renseignés. Puis c'est nous autres, tu sais. Mais là, tu parles de ton cycle menstruel précisément. Il y a aussi, par défaut, il y a ce qui vient avec, on appelle ça la fertilité, avoir des bébés. À l'âge que tu as, on est dans la même tranche d'âge. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ton éveil que tu as eu, par exemple, dernièrement? Ah, mon éveil existait malgré la pilule contraceptive. Oui, j'ai même écrit un livre sur cette réflexion-là, justement, les certitudes vagabondes, à se demander quand est-ce qu'on sait qu'on est avec la bonne personne. Puis est-ce qu'il y a un moment où tu as une réponse claire, tu fais « OK, on y est, c'est là, j'arrive au bout du chemin, puis here we are ». La réponse, en tout cas, ma réponse à moi, c'est il n'y a pas de bout de chemin. C'est toujours un continuel... c'est un long voyage, puis c'est toi qui décides à un moment de le faire. Mais moi, l'envie, l'appel physique, je l'ai depuis plusieurs années, je pense. Puis je la ressens plus fort quand je suis en couple. Quand je retombe célibataire, c'est pas que je veux plus avoir d'enfants, mais c'est comme s'il y a d'autres... Il y a une indépendance qui s'installe, puis c'est comme si mon instinct de bâtir, là, tu sais, ça a l'air... c'est très imagé, mais quand je suis en couple, c'est comme si là, je suis comme, OK, on s'installe, là, on peut s'installer, là, on peut bâtir, mais seule, mon focus se met ailleurs, puis je garde en tête cette envie-là, mais je la ressens différemment. OK. Je vais poser la question parce qu'inévitablement, l'instinct, là, tu le dis que toi, ça fait longtemps que tu réfléchis à ça, mais tu sais, puis là, je parle d'une expérience personnelle, mais encore une fois, ça fait très peu de temps que j'ai compris, par exemple, tu sais, quand ils disent que ta date de péremption est à 40 ans, c'est pas vrai. Ou, tu sais, voici comment ça se passe au niveau de ta réserve ovarienne. Puis j'ai fait moi-même le processus pour vérifier où est-ce que je t'ai rendue avec tout ça, tu sais. Puis j'ai appris énormément de choses dans la salle du doc avec une caméra à l'intérieur. Puis là, je regardais l'écran, puis j'étais comme, OK, ça ressemble à ça. Voici où mon bébé va être. Puis je trouvais ça complètement absurde que c'est rendu à cette étape-là de ma vie que je comprends enfin. OK, c'est là que mon enfant va habiter pendant ces 9 mois-là, si jamais j'ai la chance de porter la vie. Fait que je trouvais, c'est à ce niveau-là, je me demandais si toi, tu étais au courant en date d'aujourd'hui de, OK, tu sais, je comprends ou je sais à tout le moins combien j'ai de vues en ce moment dans ma réserve, ou est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis ou pas partout? Ben oui, absolument. Puis je pense que j'ai envie de dire toutes les femmes dans la trentaine et peut-être même avant se posent la question si elles veulent être mères ou pas, si elles veulent être mères seules ou pas, si elles seraient prêtes à l'être seules ou pas. Je jonglais avec toutes ces questions-là. Moi, dans la dernière année, j'ai fait un processus de congélation d'ovules, comme ça a l'air un peu la tendance en ce moment. Il y a plein de femmes qui font ça. Moi, ça fait un bout de temps que j'y songe puis que je le faisais pas, puis là, j'ai décidé de le faire. Oui, effectivement, à travers ce processus-là, tu découvres le nombre de follicules que tu as. D'abord, c'est quoi des follicules? On connaît pas notre corps, on sait pas comment ça marche, puis on se fait dire, ben là, tu sais, à l'âge que tu as, ça arrive à la fin. Il y a des femmes à 50 ans qui ont des enfants. C'est rare, mais ça se peut. Il y a des femmes, à partir de 30, ils peuvent plus. Puis tu le sais pas, toi, t'es où dans la loterie de la fécondité, puis comment tu pourrais réussir avec un partenaire. Des fois, c'est une affaire de compatibilité, mais des fois, même toute seule. Il y a tellement de choses qu'on connaît pas sur la santé féminine. Moi, c'est ce que je déplore, qu'on soit si peu informé, même si ça nous concerne, puis même si ça concerne la moitié de la planète.
Ben c'est ça. C'est un sujet qui est encore, j'ai envie de dire tabou, de moins en moins tabou, mais en tout cas sous-recherché, sous-informé. On en sait trop peu. Puis est-ce que le fait que, bon, tu es une figure publique, une public figure, je sais comme, on y va à l'envers. Bilingue. Le fait que, bon, maintenant, tu écris des livres, tu es vraiment présente aussi, tu as fait une émission jeunesse. Est-ce que tu te dis, bon, j'ai comme envie aussi d'accompagner ces femmes-là qui se questionnent, le fait justement qu'on n'a pas accès à de l'information, est-ce que ça pourrait possiblement être un prochain ouvrage? Absolument, absolument. Ouais. J'y pense. J'ai pris plein de notes en faisant ce processus-là, en me disant, est-ce que j'ai envie d'écrire là-dessus? C'est une démarche assez personnelle, puis à la fois universelle. Tu sais, j'ai l'impression que quand tu te mets à en parler, tu te rends compte à quel point il y a plein de gens qui vivent ces questionnements-là ou qui sont passés à l'action, qui ont décidé de le faire. Tu sais, on parle de limites physiques, mais c'est un privilège financier d'être capable de faire ça. Absolument. On parle de plusieurs milliers de dollars pour faire cette réserve ovarienne-là, qui, je ne sais pas si elle va servir ou pas un jour, mais ça reste un privilège. Absolument. Puis une dépense aussi que les hommes n'ont pas à faire. Ils n'ont pas cette horloge-là, ils n'ont pas cette... En fait, je pense qu'ils ont peut-être l'horloge et l'appel, mais ils n'ont pas la pression de la date de péremption imminente dans la trentaine comme nous, on l'a. Je regarde des fois des acteurs américains qui ont des bébés jusqu'à la soixantaine, puis je suis comme, mais ils sont tellement libres, là, après. C'est une question, est-ce que tu es libre quand tu as des enfants ou pas? Mais non, mais il y a une liberté dans... Tu sais, à 20 ans, je me posais pas la question. J'en voulais un jour, puis là, je fais comme là, un jour, on est là. Okay. On est un jour. Je peux plus dire... On va attendre un peu. À 25, tu dis à 30. À 30, d'ici 35, j'aimerais savoir mes enfants. Là, quand tu as 35, tu fais, là, c'est le dernier coup, là, avant de. Peut-être, puis tu le sais même pas. Ouais. Fait que, oui, il y a cette pression-là, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi faire, regarde, ça, c'est les options que j'ai, puis après ça, la vie, tu sais, on peut pas forcer les choses, puis. Après, chacun prend ses décisions pour soi. Il y a plein de femmes qui ont décidé de s'en aller vers la solo-parentalité puis que ça les comble. Moi, en ce moment, je suis pas là. OK. Mais je sais pas dans 2 ans si je vais être là, dans 3 ans si je vais être là. Ça va dépendre si tu as trouvé un homme pour t'enraciner. Bien, peut-être ou pas. Peut-être que je vais décider de le faire toute seule, mais tu sais, je pense que c'est une jonglerie quand même très intense de réflexion parce qu'on se projette dans quelque chose qu'on connaît pas, tu sais. Puis c'est un grand saut de décider d'être parent. Bien, quand tu l'es tout seul, puis je dis tout seul, ça prend quand même un réseau, il y a les amis, il y a la famille autour, mais reste que tu es le parent responsable, bien, tu es là tout le temps. Puis si tu n'es pas là, c'est toi qui as la charge mentale de trouver ton plan B parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans ton équipe avec toi pour gérer l'éducation, la croissance et la survie de cet enfant-là, tu sais. Donc, c'est énorme comme décision. Ah oui, puis j'ai flirté avec cette idée-là pendant quelques mois, je dois avouer, l'année dernière. Puis ça me donne un vertige de fou à l'idée de faire comme ce bébé-là, cette vie-là va dépendre que de mes agissements. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est bien trop de responsabilité. C'est beaucoup de responsabilité. Mais tu sais, on parle de la conciliation travail-famille, mais tu sais, solo-parental, là, c'est à un autre niveau. Là. Absolument, surtout avec les places en garderie qui sont difficiles, avec c'est complexe. Là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à considérer, puis ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Puis j'ai eu des femmes qui m'ont écrit aussi après la lecture de mon dernier livre où j'évoque cette idée-là, où je le considère. Puis il y a des femmes qui m'ont dit « Hey, meilleure affaire que j'ai faite de ma vie. » Puis, tu sais, fonce si c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis il y en a d'autres qui me disaient, je prends le temps de réfléchir, mais ça a fait germer des questions. Je pense que c'est juste intéressant et pertinent de se poser ces questions-là, puis de savoir aussi qu'il y a des options. Je pense que je suis une fille optimiste, puis j'aime voir qu'il y a de l'espoir, puis ça ne veut pas dire que parce que tu es célibataire, tu peux pas accéder à ce rêve-là d'avoir des enfants, de porter des enfants aussi, parce que c'est deux choses distinctes. Mais je trouve ça beau que ce soit possible. Je trouve qu'on est chanceuse d'avoir accès à des exemples différents de ce qu'on a connu peut-être nous comme modèle familial aussi. Tu sais, là, on parle, bon, inévitablement, c'est le hormonal, la fertilité, mais tu sais, la santé féminine, à mon sens, ça englobe tellement plus que juste, puis là, je mets des guillemets parce que c'est déjà beaucoup, là, notre cycle hormonal, la santé mentale est super importante. Est-ce que tu trouves que c'est différent la façon qu'on traite, mettons, tes besoins en tant que femme qui peuvent être différents en raison de, je sais pas, là, tes chutes hormonales,
ton niveau d'énergie qui est peut-être pas toujours optimal en raison de ce cycle-là, versus, par exemple, tes acolytes masculins au travail, tu sais, parce qu'on est quand même dans une industrie où est-ce qu'on se doit d'être efficace, puis tu es devant une caméra, puis tu vas être souriante, mais il y a des journées que tu es comme, man, j'ai juste envie de manger un sac de popcorn chez nous en pyjama. Tu trouves ça difficile? Je trouve ça difficile. C'est une bonne question, mais je pense que non. Ça fait partie... je pense que ça fait partie des privilèges qu'on a de pouvoir porter la vie et d'avoir la contrepartie de ça, qui est aussi d'avoir des journées où on est incommodé, où on a mal au ventre, où émotivement on est plus fragile. Parfois, je trouve ça, tu sais, oui, je trouve que c'est des journées plus éprouvantes, mais il y a aussi la contrepartie hormonale où tu te sens vraiment très en forme, très énergique, où tu sens que le monde t'appartient. On a ça aussi, tu sais. J'ai souvent dit que j'aimais mieux les fluctuations avec les hauts et les bas que juste être flat. Que le flat. Ben, c'est une façon pour moi de voir ça en me disant, ben, OK, tu sais, il y a des périodes plus difficiles, mais il y a quand même tout le beau qui vient avec. Puis, tu sais, oui, nos emplois c'est des journées intenses, peut-être que le gars qui a juste à se raser puis pas à se maquiller puis qui a pas 8 boutons à cacher parce qu'il est menstrué vit sa journée plus facilement, mais reste que je changerais pas mon corps puis je changerais pas ce qui je suis pour ça, pour autant, La santé mentale, c'est quand même quelque chose qu'on aborde de plus en plus dans notre lieu de travail. Est-ce que tu vois, parce que ça fait quand même longtemps que toi, tu es là-dedans, fait que dans les dernières années, disons la dernière décennie, est-ce que tu vois cette évolution-là aussi, ne serait-ce que dans l'ouverture du discours avec ton employeur, avec ton équipe? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'on en parle? Mais je pense que peut-être parce que je suis dans un milieu assez libéral. J'ai l'impression que on est très ouverts, les artistes, c'est souvent avant-gardistes, puis il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'homosexuels, il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai toujours l'impression d'avoir été entourée de gens qui étaient dans la communication puis dans l'ouverture, généralement, là, pas partout, mais je pense qu'il y a toujours eu ça dans mon entourage, en tout cas, dans ma garde rapprochée, dans mes amis, dans ma famille, puis dans les lieux où j'ai travaillé, il y a toujours eu une grande écoute et un grand respect pour la santé, l'ouverture, la santé mentale. Moi, j'ai commencé à consulter une psychologue à l'adolescence. Je faisais des crises d'anxiété à la fin du secondaire. Puis, j'ai jamais été gênée de le dire. Ça n'a jamais été tabou chez nous. Je viens d'un milieu, tu sais, mon père est pharmacien, ma mère fait ses études d'infirmière. Je viens d'un milieu plus scientifique où, ben, OK, ben, t'as un bobo là, tu fais ça, t'as besoin d'aide pour ta santé mentale. Il y a un débalancement, il y a quelque chose, on va trouver un médicament, il y a des solutions. Tu sais, il n'y a pas de honte autour de la psychothérapie. Puis chez nous, ça a toujours été... tu sais, moi, je suis la première à dire si quelqu'un ne file pas, t'as-tu pensé à avoir un psychologue? Puis c'est pas pour dire dès que tu files pas, t'as une mauvaise journée, t'as besoin d'avoir un psychologue, mais tu sais, on a mal au dos, on va voir un massothérapeute, on est dans un cul-de-sac émotif, puis on a de la difficulté à gérer nos émotions. Pourquoi on n'irait pas? Ça veut pas dire que tu es obligé de... Tu sais, je vais voir un psychologue, je suis en consultation en psychothérapie. Ça peut être pas long, ça peut être juste un petit coup de pouce là, que tu as besoin. Puis... Mon Dieu, je ne pourrais que le recommander davantage. Moi, je trouve que les gens qui ont consulté ou qui consultent encore sont souvent des gens qui ont une approche beaucoup plus ouverte et sereine par rapport à leurs forces, leurs faiblesses, leurs inconforts, tu sais, physiquement, mentalement, leur capacité à en parler aussi, à assumer ce qu'ils sont, à nommer leurs limites. Je trouve que si tout le monde consultait, là, il me semble que tout irait bien. Ça irait facile. Il y en a une couple qui aurait besoin de ça en soi. Oui, c'est sûr. Mais non, mais tu sais, plus on est à apprivoiser ça, puis être capable aussi de désamorcer les malaises qu'il peut y avoir autour de ça, plus ça va être confortable, je pense, dans le milieu de travail. Puis, Vraiment. Puis, tu sais, le fait d'en parler, comme tu le mentionnes aussi, tu sais, je trouve que ça incite les gens à être confortables avec le sujet, à tout le moins, même si eux, ils sont pas dans un processus. Mais tu sais, ils sont comme, ah oui, tu consultes, parle-moi-en, je suis intéressée. Puis il y a comme une bienveillance qui s'installe envers les uns les autres. Tu sais, ça fait du bien, là. Puis j'ai l'impression qu'on a tracé la voie un peu, les filles. Parce que les gars, tu sais, je sais que c'est encore tabou d'aller consulter en psychothérapie pour beaucoup d'hommes. Mais dans les dernières années, j'ai de plus en plus d'hommes autour de moi, des amis, des collègues qui consultent et qui disent qu'ils vont consulter. Je vois les effets positifs sur les relations autour de moi et avec moi, mais ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on a réussi à créer une ouverture puis un lieu, un safe space de communication, tout ça qui fait en sorte qu'il y en a de plus en plus qui le considèrent, qui font comme, coudonc, ça a l'air.
ça a l'air le fun d'aller voir un psy ou une psy, ça a l'air de t'aider. Puis je suis comme, oui, allez-y, on va tous s'aider, tous ensemble. Oui, puis je trouve que les psys, puis là, c'est peut-être moi qui est tombée sur un thérapeute incroyable, mais tu sais, il m'a même suggéré, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a suggéré un rituel de magie blanche. Puis j'étais comme, bon, on est rendu là. Ah oui? Parce que Bon, c'était OK. comme, si ça te fait du bien à ton énergie. Il dit, vas-y, tu sais, alors qu'on a souvent tendance à les associer à des gens trop cartésiens à la limite, puis c'est comme, c'est leur méthodologie, c'est très carré, serré. Puis des fois, c'est le fun d'être accueilli avec un peu de fluidité. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, d'avoir juste une petite séance de journaling, ça sera ça, tu sais. Chacun, je pense, a l'approche qu'il a besoin. Là, j'ai des amis qui voient des psychothérapeutes qui font des trucs de roche, puis il y en a d'autres que c'est très, très pratiquement médical. Je pense qu'il y a de tout, puis après, il faut trouver son match. Là. C'est comme l'amour. Oui, il faut en essayer. Oui, ou en tout cas, tout le monde n'a pas le même genre, j'ai envie de dire. Absolument. Pour terminer, dis-moi, parce que là, tu t'as mentionné là, que ta famille était très à l'aise dans l'ouverture en mode solution, mais y a-t-il quelque chose que tu aimerais que la petite Valérie apprenne avant le temps pour prendre mieux soin d'elle en tant que femme? Oh mon Dieu, la sexualité. Ah oui? Ben oui. C'était tellement tabou. Je veux dire, j'avais les cours de FPS, puis c'est là que j'ai commencé à entendre parler de sexualité. Ouais. Puis je lance pas la pierre à mes parents. Je pense qu'ils ont fait comme tous les parents de notre époque, qui était d'essayer de pas trop en parler. Puis que, tu sais, on faisait beaucoup de blagues chez nous sur la sexualité. C'était pas un tabou d'en rire, mais la notion d'éducation sexuelle, j'ai jamais parlé de masturbation avec mes parents, c'était pas une notion qui existait. J'ai découvert avec mes amis et beaucoup plus tard dans ma vie ce qui se passait autour de la pénétration qui nous était enseigné à l'école avec le condom pour nous protéger de toutes les maladies et de tous les bébés que nous pourrions avoir et que nous ne voulions pas. Tu sais, c'est comme si j'ai découvert qu'il y avait un monde de possibilités autour de la sexualité qui m'avait pas été enseigné dans les films, dans les séries que j'écoutais, ni à l'école. Puis j'ai fait, Colin, pourquoi personne nous avait dit ça? C'est correct. Mais je pense que ça, c'est une chose que j'aurais aimé apprendre plus jeune. Je pense que ça aurait rendu ma vie plus simple ou plus le fun plus tôt, je sais pas, un des deux. Mais, un mélange des deux. Un mélange des deux, Bon, ben on va souhaiter, en fait, que la génération avant, après nous, bref, ils vont l'avoir vécu différemment, mais au moins, il y a ça qui est positif, parce que là, je sais que de ce temps-ci, on tape beaucoup sur les réseaux sociaux, puis l'hypercommunication, l'hyperconnexion est difficile, mais à tout le moins, les plus jeunes ont accès à de l'information qui est un petit peu plus véridique. Là, je mets des bémols là, pour ceux qui m'écoutent en audio, parce que je suis comme, on le sait, là, la pornographie, tout ça, c'est revers. Là. Oui, puis il y a plein de, de fausses informations qui circulent, mais disons, il y a des ressources. Il y a des ressources, puis il y a des bonnes sources. Donc, écoutez Génération Sidechick. Absolument. Absolument. Merci, Val. Merci. Combien d'entre nous ont grandi sans jamais vraiment comprendre l'impact de nos hormones sur notre énergie, nos émotions ou notre bien-être? Trop souvent, on découvre leur importance que lorsqu'elles nous bousculent. 2 femmes sur 3 luttent en silence face aux changements hormonaux, se sentent incomprises, non soutenues ou voire même mal informées. Mais comprendre son corps, c'est reprendre le pouvoir sur sa santé et son bien-être. C'est pourquoi les laboratoires Vichy et l'organisation caritative Wellbeing of Women ont créé Hormonal, une plateforme éducative gratuite avec 4 modules en ligne conçus par des experts de la santé. Qu'on soit à notre mi-vingtaine, jeune maman, en périménopause ou en ménopause, on mérite toutes d'avoir accès aux bonnes informations et surtout aux bons outils. Découvrez la plateforme dès maintenant sur www.hormonal.com parce que notre santé hormonale mérite toute notre attention. Alors, c'est Anne Lovely pour le segment Sexualité féminine. Alors, je suis avec la belle France Leduc, obstétricienne et gynécologue. J'essaie de vraiment bien prononcer les mots, France. J'ai jamais été aussi bien présentée. Ben voilà, c'est parce qu'on se connaît. On est des amis Instagram, toi et moi. On se suit, je suis tes voyages, je suis surtout tous tes conseils en matière de santé féminine, surtout de sexualité féminine. Pour vrai, je t'admire de bien le faire et de bien le vulgariser. Fait qu'on est très, très content de t'avoir au salon de Génération Sidechick. Donc, bienvenue. De m'avoir invitée. Ben là, quels sont les principaux tabous que tu reçois à ton bureau, là, quand tu reçois des femmes? Mais en fait, il faut savoir que la sexualité, en général, c'est entouré de tabous, mais surtout la sexualité des femmes. Pourquoi? Pourquoi la sexualité des femmes? Je pense qu'il y a une composante religieuse, une composante culturelle, une composante sociale. Puis les tabous vont être véhiculés aux femmes par leur mère, leur sœur, leur communauté, puis parfois même par les médias. Il y a encore beaucoup de tabous ou de mythes en santé sexuelle qui vont être véhiculés dans les médias sociaux, entre autres. Et les femmes, donc,
peuvent se sentir honteuses selon certaines portions de leur sexualité, puis avoir de la difficulté à en discuter avec leurs professionnels de la santé ou avec d'autres personnes aussi. Là. Puis est-ce que je me trompe ou est-ce que la sexualité qui est si tabou peut avoir des répercussions, disons, sur comme même la santé mentale? En fait, pas seulement la santé mentale, mais la santé physique sur plein d'aspects de la vie d'une femme. Mais tu sais, pour avoir une belle santé sexuelle, il faut avoir une bonne santé physique, mais aussi une bonne santé mentale. Puis s'il y a de l'anxiété ou des symptômes dépressifs ou des mauvaises expériences dans le passé qui influencent notre perception de la sexualité, bien évidemment, ça va avoir un impact dans l'intimité avec nos partenaires ou même dans notre désir sexuel ou notre plaisir sexuel. Puis, tu sais, c'est quoi les questions? Tu sais, moi, je me souviens, disons, la petite de 16 ou 17 ans qui arrive, qui essaie de poser des questions justement sur la contraception, comment ça fonctionne, la reproduction. Tu sais, quand tu sais rien, puis que tu es une jeune femme qui arrive dans le bureau pour la première fois du gynéco. Tu vois, en vrai, tu es en train de comprendre ce que je te dis. Tu sais, qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes filles-là, d'abord? Bien, en fait, j'essaie d'abord de ne pas être intimidante. En général, je me présente, je dis « Bonjour, je m'appelle France, je suis gynécologue ». Tu sais, je me présente pas comme docteur Leduc parce que quand tu es en gynécologie ou en obstétrique, ben tu as un accès privilégié à la vie intime des gens, à des choses qui ont peut-être jamais dit à personne d'autre que toi. Fait que je pense que créer un lien de confiance, c'est une des premières choses qu'on doit faire. La majorité des gens viennent nous voir quand même accompagnés. Puis des fois, la personne qui les accompagne, ils sont pas nécessairement à l'aise d'ouvrir les sujets de sexualité devant eux. Donc, parents-enfants, peut-être? Parents-enfants, même des fois dans un couple. Ah! Parce que certaines choses qui peuvent être mentionnées par la femme pourraient être des choses qui font la peine aux partenaires, par exemple. Donc, des fois, ils veulent pas en parler devant, des choses comme ça. Donc, c'est important de rencontrer les gens seuls. Même à partir de l'âge de 14 ans, on peut rencontrer quelqu'un seul parce que c'est la majorité médicale. Donc, dès 14 ans, les parents n'ont pas à être présents dans la salle. Puis des fois, il faut les rencontrer ensuite avec la personne qui les accompagne si c'est leur choix. Puis ça nous permet d'ouvrir la discussion sur beaucoup plus de sujets. Évidemment, c'est rare qu'au premier rendez-vous, on a les gens s'ouvrent comme un livre ouvert. Mais de bâtir une relation de confiance, c'est comme ça qu'on réussit à parler de ces tabous-là puis à détruire les mythes petit à petit avec de l'éducation. Mais tu viens de dire le plus gros mot, je pense l'un des mots les plus importants, éducation. Comment se fait-il qu'il y a encore tant de désinformation sur la sexualité, selon toi? La sexualité des femmes? Toi, est-ce que tu as eu des cours de santé sexuelle à l'école? J'en ai eu, mais je trouve que ce n'était pas assez. OK. Mais j'en ai eu, mais ça en survol, disons-le comme ça. Moi aussi, en survol. Ouais. On est la même génération. Les garçons et les filles dans ces cours-là. Je ne sais pas si c'était le cas toi aussi. Ouais. Je pense honnêtement que l'éducation en santé sexuelle pourrait être des femmes maintenant dans la trentaine à l'aise de parler de sexualité et à l'aise avec notre corps. Je pense qu'il faut débuter l'éducation dès l'école primaire. Dès le primaire? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de parents qui ne seraient pas à l'aise. Bien, en fait, c'est qu'il faut y aller progressivement. Il ne faut pas que toute l'information arrive d'un coup à la puberté. Je pense que c'est important que les garçons et les filles comprennent leur anatomie de base. Si tu savais la quantité de femmes qui ne savent pas la différence entre une vulve et un vagin, je fais partie de ces gens-là. Désolée. Peu importe l'âge, mais c'est important d'en parler. C'est important de savoir comment appeler les choses, comment fonctionne notre corps. Je ne suis pas capable de dire les mots. Je vais t'apprendre. Merci, France. J'ai pas de doute. Mais tu sais, ça, c'est une des choses qu'on peut apprendre dès l'âge des enfants, là, les petits-enfants avec le vocabulaire au début, avec le bain, whatever. Là, plus tard, à l'école primaire, ben là, les enfants vont se faire vacciner contre le virus du papillome humain, le VPH, en 4e année du primaire, en même temps que le vaccin contre l'hépatite B. Fait que ça, c'est... L'hépatite B, c'est depuis toujours. Nous, on s'est fait vacciner contre l'hépatite B en 4e année. Bon, depuis toujours, depuis longtemps. Puis, le vaccin contre le VPH, c'est plus récent, donc c'est les générations après nous. Mais c'est 2 vaccins qui protègent contre des maladies sexuellement transmissibles, mais qui protègent aussi contre des cancers liés à ces infections-là. C'est tellement important. Puis, ça peut ouvrir la discussion à l'école, mais aussi à la maison entre les parents et leurs enfants. Je pense que c'est vraiment important de profiter de ces opportunités-là pour débuter la conversation. Puis c'est pas facile d'en parler, là. Puis c'est pas facile d'être parent. Quel conseil donnes-tu à
cette femme de la trentaine qui a une fille ou un garçon, ben là, on parle de la santé féminine, disons-le, mais de comprendre son corps quand on est une jeune fille ou une jeune femme en devenir, comment t'abordes cette... Je pense que c'est de rester ouvert d'esprit, d'y aller beaucoup avec les questions qu'eux posent, puis pas de banaliser certaines questions, de dire que c'est pas important ou futile. Donc, vraiment d'être à l'écoute, puis d'ouvrir la discussion selon... Ben, c'est ce que j'espère être. C'est pas toujours facile quand on a des rendez-vous vraiment cordés aux 10-20 minutes, mais je pense que c'est important. Puis, écoute, je vais parler pour moi, puis je suis sûre que ça va résonner dans le cœur et dans la tête de centaines et même, je dirais, de milliers de femmes. Je trouve qu'il y a peut-être pas assez de recherche sur la santé au féminin. Je trouve qu'il y a encore des points d'interrogation, si je peux m'exprimer ici, sur peut-être des mots ou des questionnements que nous, on ressent. Tu sais, parce que dans la vingtaine, si on a des préoccupations, par exemple, la contraception, ça va. Mm-hmm. Après ça, la trentaine, bon, c'est peut-être la fertilité. Après ça, la quarantaine, peut-être la périménopause, etc. Puis là, ça va jusqu'à la ménopause. Ouais. On change tout le temps. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme-là qui, par exemple, cherche le bon contraceptif ou cherche des alternatifs, justement, de la contraception, tu sais, qui recherche vraiment des mots sur ce qu'elle ressent, tu sais, ou l'endométriose. J'ai tellement de la misère avec ce mot-là. L'endométriose. L'endométriose, voilà. Mais en fait, je pense que tu parlais de désinformation tout à l'heure. Je pense que les médias sociaux ont ce biais-là. La désinformation, c'est souvent des informations qui sont transmises dans les médias sans vraiment vouloir transmettre quelque chose de faux, mais qui n'est pas nécessairement tout à fait vrai. Je pense qu'une plateforme comme ici, ça a le but de rejoindre beaucoup de femmes en même temps. Tu sais, moi, dans mon bureau, je rejoins juste une femme à la fois. Je pense que c'est important que des plateformes publiques décident de parler de santé sexuelle, puis là, de donner des références aux femmes où aller chercher les bonnes informations. Fait que c'est sûr qu'il y a des bonnes informations sur Internet aussi, puis c'est souvent notre accès le plus facile pour des informations en santé, mais il faudrait aller, par exemple, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. OK. Elle a fait des différents sites Internet. Il y en a un qui s'appelle lesexeetmoi.ca. Puis ça traite de beaucoup de sujets de sexualité, du corps à la libido, aux relations sexuelles, au consentement aux relations. Ça va assez large. Puis il y a un autre site sur la contraception qui s'appelle saseplanifie.ca. Puis quelqu'un met ça dans Google, il y a un guide sur la contraception. Sur tous les types de contraception qu'on peut avoir accès. Exactement. Et avec tous les avantages et les inconvénients, parce que toute méthode contraceptive va avoir des avantages et des inconvénients. Puis les avantages qu'on veut ou les inconvénients qu'on est capable de tolérer changent selon vingtaine, trentaine, quarantaine. Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi c'est toujours sur la femme? Je pense que les femmes ont un grand pouvoir de pouvoir porter des enfants. C'est vrai. Et ont, à cause de ça, un cycle avec une ovulation à un moment précis. Et c'est pour ça que la contraception se gère plutôt là-dessus, parce que les hommes, de la façon que leur corps fonctionne, avec des millions de spermatozoïdes à chaque éjaculat et de la façon que leur corps les produit, ça serait beaucoup plus complexe d'avoir comme une pilule à leur donner ou d'avoir autre chose que le condom, là, qui est une très bonne contraception d'ailleurs, qui peut être utilisée par tous les hommes. Par contre, peu importe si un partenaire utilise une contraception ou pas, je pense que c'est important de choisir nous-mêmes qu'est-ce qu'on souhaite, puis d'avoir un contrôle sur notre santé sexuelle et notre vie reproductive. C'est un des avantages à notre époque aussi. On peut déterminer si on veut ou pas, ou à quel moment on voudrait une grossesse. Puis je pense qu'il faut protéger ces droits-là, qu'on sait qu'ils sont encore... Oui, je cherche les mots. Je cherche les mots. Ben, ils ne sont pas... En fait, on pense qu'ils sont acquis parce qu'on habite ici, parce qu'on est dans un pays, mon Dieu, qui met de l'avant le droit des femmes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Oui, puis nos droits reproductifs sont mis en danger. Ils l'ont été beaucoup au cours des dernières années. Oui. Et je pense que ça nous a fait un choc. On ne s'attendait pas à ça. On pensait que nos grands-mères s'étaient battues pour ça, puis nos mères à leur suite, puis que nous, on n'aurait pas à se battre pour ça. Mais je pense que c'est quelque chose, un droit qu'il faut défendre encore aujourd'hui, même notre génération. Puis comme médecin, est-ce que tu as déjà été confrontée à ce type de situation-là, ou est-ce que tu as vu peut-être une femme
ne pas se sentir libre de choix? La liberté n'est pas seulement sur le plan légal, parce qu'au Canada, au niveau légal, il y a encore un accès à toutes les méthodes contraceptives, aux planifications des naissances. Mais il peut avoir un contrôle coercitif qui est exercé aussi de l'extérieur, soit de la société, soit de la famille, soit des partenaires, mais aussi un côté religieux des fois ou culturel. Fait qu'il y a vraiment plusieurs choses qui sont des facteurs externes puis qui essaient de contrôler la vie sexuelle des femmes. Autant au niveau de la reproduction qu'au niveau de la sexualité puis du plaisir aussi. Puis quel impact tu vois sur ces... Parce que je trouve ça important d'en parler parce que je me suis beaucoup retrouvée au cercle de mes amis quand on parle du niveau culturel, de cette diversité-là sexuelle qui existe au sein même des femmes, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là pour leur convaincre qu'elles ont ces droits-là? Notre rôle, c'est d'en parler puis d'être dans l'absence de jugement, d'être dans l'écoute et d'être dans le support. Parce que si quelqu'un a une croyance ancrée depuis son enfance sur un sujet lié à la santé sexuelle, c'est pas à nous, comme professionnels de la santé, par exemple, de leur dire que non, tu sais, ce que ta maman te dit, c'est pas vrai, ou ce que tu crois de la religion, c'est pas tout à fait exact. C'est d'aller avec des faits scientifiques le plus possible, mais de rester dans le support, dans l'encadrement, puis dans la disponibilité s'ils changent d'idée, s'ils veulent d'autres services, s'ils veulent d'autres informations. Brusquer les gens, ça fonctionne jamais. Puis des fois, ben, on peut personnellement ne pas être d'accord avec ce que quelqu'un d'autre vit, que ce soit nos amis, que ce soit notre famille, mais il faut garder une ouverture pour qu'ils puissent être à l'aise de venir nous voir s'ils ont besoin. C'est vraiment si bien dit. J'aimerais finir notre segment ensemble, France, pour parler des hommes, parce que la santé sexuelle des femmes concerne les hommes. Bien sûr! Ça concerne les hommes. Quelle que soit la période de notre vie en tant que femme, que ça change. Est-ce que les hommes... En fait, comment on peut intéresser les hommes? Parce que moi, si je demande à Jérémy, mon mari, c'est quoi des menstruations? Je te jure qu'il ne pourrait pas répondre à cette question. Je suis tellement déçue de lui. En fait, comme on parlait d'éducation, moi, je pense que la base dans tout, dans la société, c'est l'éducation. Quand les gens sont bien éduqués et comprennent, ils ont une meilleure ouverture d'esprit, que ce soit sur la diversité sexuelle, que ce soit sur la diversité de culture, mais que ce soit aussi sur l'autre. Comment on incorpore les hommes? Est-ce que ça part justement de l'école? Je pense que l'école a un rôle important. Et que dans les dernières années, ça a été réduit dans le curriculum, dans l'enseignement, la santé sexuelle et la santé corporelle, un peu, si je peux dire aussi, tu sais, connaître sa propre anatomie et comment ça fonctionne. Je pense que c'est important de réintégrer ça à l'école, mais je pense que c'est important aussi dans les familles que ce soit intégré dès le jeune âge, mais avec des ressources qui pourraient être, entre autres, sur Internet, sur les médias sociaux, mais des ressources pour aider les parents à en parler. Et je pense que les hommes doivent avoir la même éducation que les femmes en santé sexuelle. C'est-à-dire que le cours où on parle du cycle menstruel, des menstruations, de ce que c'est une serviette sanitaire, un tampon, une Diva Cup, whatever, tu sais, une coupe menstruelle, pardon. D'ouvrir cette discussion-là, c'est important parce qu'ils vont avoir une mère, ils vont avoir des sœurs, ils vont avoir des amis, ils vont avoir peut-être des conjointes dans leur vie qui vont avoir ces situations-là, ces réalités-là. Puis je pense que c'est important qu'ils soient autant au courant que les filles de ce que c'est. Parce que j'ai vu une vidéo sur Instagram où est-ce que plusieurs hommes, il y a une femme, les femmes leur demandaient est-ce que tu peux aller me chercher des pads avec des ailes? Fait qu'ils ont été chercher des pads, mais ils ont été chercher aussi des ailes de poulet. Fait que ça te demande, ça te donne. Oh mon Dieu! Vraie histoire! Vraie histoire! Ça te montre à quel point il y a encore un manque d'éducation, comme tu dis, puis je pense que c'est ce qu'on va retenir de cet entretien-là. On s'éduque pour défaire des tabous, ça équivaut dans plein de sujets, mais notamment dans la santé sexuelle. Mais là, cette discussion-là va surtout être écoutée par des femmes qui sont probablement déjà assez bien informées. Oui. Fait que, mesdames, s'il vous plaît, parlez-en avec votre entourage aujourd'hui, demain, après-demain, avec vos enfants, avec vos partenaires. Il faut en parler plus que juste dans notre cercle, parce que nous, entre nous, je pense qu'on s'en parle déjà beaucoup, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bien sûr. Puis on pense que on est
Des femmes qui aiment beaucoup mettre de l'avant d'autres femmes et encourager qu'ils aient la plus belle vie possible et atteindre leur meilleur potentiel. Mais je pense que c'est autour de nous, dans les cercles un peu plus éloignés, peut-être qu'il faut discuter Puis même de ça. en parler, parce que ça revient au début de notre conversation, c'est de briser les tabous. Plus on en parle, plus ça va devenir comme une espèce de normalité, une espèce de, je veux pas dire banal, mais quand on sait que la sexualité, tout le monde la vit, c'est humain, être un être sexuel. France, je te dis un énorme merci. Ça me fait très plaisir. D'avoir conversé de sexualité avec toi, c'est toujours du bonheur. Même si on n'a pas parlé trop d'endométriose, ça sera pour la prochaine entrevue. Fibrome, endométriose, tous ces secrets encore de la santé féminine qui sont encore un trou noir. C'est sûr que tu reviens nous voir à Génération Sidechick. Ça va me faire plaisir. Merci, France. De rien. Coucou, c'est moi Cathy, votre barista préférée. Je vous parle du cappuccino de Starbucks parce que c'est un espresso riche et corsé qui vous attend sous une mousse de lait onctueuse et généreuse. L'art et le savoir-faire du barista dans toute sa splendeur. Ça fait plaisir. Même entre femmes, des fois, on se comprend pas. On n'a pas les mêmes problèmes au niveau de la santé. Moi, je pense que la santé féminine, c'est encore un sujet qui est mystérieux, méconnu, voire tabou. Vous en pensez quoi, vous? C'est quand même un sujet qui est vraiment important. Moi, il y a des trucs que j'ai appris trop tard, des fois. À quelque part, c'est important que les jeunes filles tout de suite savent comment que tout notre environnement a une influence, nos hormones. On devrait en parler dès qu'on est enfant. La santé sexuelle, mais aussi le consentement, je dirais. Après ça, quand tu arrives à ta ménopause, tu n'as jamais appris ça, tu fais comme « Ah, OK, c'est pour ça, mais il est comme trop tard. » Si on se connaît vraiment mieux son corps, on peut vraiment mieux se respecter. Je travaille dans un hôpital actuellement, là, et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions, et les médecins sont pas tout le temps non plus très précis, ils sont pas mal évasifs. As-tu déjà ressenti que tes préoccupations de santé avaient été soit négligées ou pas prises au sérieux par des professionnels de la santé? Oui. Mon expérience vécue, non. Ouais, j'ai déjà eu des expériences aussi par ma couleur de peau et aussi parce que je suis une femme. À un moment donné, j'avais vraiment des problèmes, puis je pensais que j'étais en train de virer folle. Je suis allée à l'hôpital, tout de suite, le médecin m'a prescrit des antidépresseurs. Je me suis dit, non, ça se peut pas, c'est pas ça. Pour finalement découvrir que j'avais un débalancement hormonal. J'ai pas eu de mauvaises expériences. Tant mieux. Pour ou contre le congé menstruel? Pour que les femmes ne le vivent pas de la même façon. Justement, là, aujourd'hui, j'en aurais besoin. Je suis un peu ambiguë là-dessus. Je me dis, il y a tellement de moyens de régler ce problème-là, à moins que tu sois vraiment pas capable. Je vois pas pourquoi tu autoriserais des congés menstruels. J'en ai pas besoin, mais je pense que certaines personnes, oui, pourraient bénéficier d'un congé. Si demain, tu deviens ministre de la Santé, qu'est-ce que tu changes en premier? Moi, je dirais congé menstruel. Je pense que ce serait la gratuité des produits menstruels. Instaurer quelque chose qui fait que les femmes puissent avoir accès facilement à de l'information. Je prioriserais des formations à mes médecins pour qu'ils soient plus attentifs, pas juste aux médecins masculins, aux médecins femmes. Même entre femmes, des fois, on se comprend pas. On n'a pas les mêmes problèmes au niveau de la santé. Ce serait génial. Ouais. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de santé au féminin, puis j'ai envie de vous parler d'une avancée qui pourrait largement changer le visage du dépistage du cancer du sein et peut-être même sauver plusieurs vies. D'abord, on le sait, il y a une femme sur 8 qui va recevoir un diagnostic de cancer du sein au courant de sa vie. Et pourquoi c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur? Eh bien, j'ai une de mes sœurs qui a reçu ce diagnostic il y a de cela quelques années. Heureusement, inquiétez-vous pas, aujourd'hui elle est en rémission puis elle va super bien. Mais je mentirais si je disais que cette épreuve a seulement concerné qu'elle. Toute la famille a été complètement bouleversée. Elle venait à peine de donner naissance à sa fille quelques mois plus tôt. Fait que je vous laisse imaginer les difficultés qu'elle a dû traverser physiquement, mais surtout mentalement tout au long de ses traitements. Et comme on est 4 sœurs à la maison, c'était impossible de ne pas se poser la question. Est-ce qu'on porte nous-mêmes le gène? Est-ce qu'on est à risque de le développer au courant de notre vie? Puis en toute transparence, encore à ce jour, j'ai jamais eu le courage de passer le test. Mais avec l'avancée scientifique que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ça pourrait peut-être changer les choses et me donner le petit coup de pied au derrière que j'ai besoin. J'ai envie de vous rappeler que chaque jour, il y a 4 Québécoises qui meurent du cancer du sein, soit 1380 décès par an. Et pourtant, le Programme québécois de dépistage du cancer du sein ne cible seulement que les femmes de 50 à 74 ans pour la mammographie. Mais le risque de développer un cancer du sein, ça dépend vraiment pas juste de ça. Ça dépend pas juste de l'âge. Ma sœur, d'ailleurs, a été diagnostiquée, elle avait même pas 40 ans. Il y a les antécédents familiaux, la densité mammaire, l'exposition aux hormones, la génétique et aussi l'indice de masse corporelle qui peuvent être des facteurs déterminants. Et pourtant,
Ils ne sont pas pris en compte dans le dépistage actuel. Résultat, il y a des milliers de femmes à haut risque qui passent sous le radar et qui reçoivent un diagnostic malheureusement trop tard. Et si je vous disais qu'il était possible de changer ça? Imaginez un monde où on pourrait détecter le cancer du sein des années avant l'apparition de la maladie, voire au stade 0. Eh bien, c'est exactement ce que propose le projet Perspective, une avancée majeure soutenue par la Fondation Cancer du sein Québec. Grâce à un outil d'analyse génétique utilisant un test salivaire et un questionnaire médical tout simple, il devient maintenant possible d'évaluer le risque réel de chaque femme et d'adapter son suivi médical en conséquence. Ce test, d'ailleurs, existe déjà ailleurs dans le monde. Il pourrait réduire drastiquement les décès de 41 %. Mais au Québec, toujours pas disponible. Ce test pourrait être accessible dès maintenant. Mais pour ça, il faut convaincre nos décideurs et c'est pour ça qu'on a besoin de toi. La Fondation Cancer du sein Québec a lancé une pétition pour faire pression et accélérer ce changement. Plus on va être nombreux et nombreuses à signer, plus on va avoir du poids et plus on va pouvoir faire bouger les choses rapidement. C'est un rendez-vous dès maintenant sur sainsauve.ca pour signer la pétition. C'est un geste qui est tout simple, mais qui peut réellement faire une différence et sauver des vies. Allô, bonjour à nouveau, Valérie. Toujours là. Allô, Éric. Bonjour. J'avais vraiment hâte que tu te joignes à nous pour parler de santé au féminin. Pourquoi? Bien, parce que, Qu'est-ce que je d'abord et avant tout, parce que je trouve que c'est important qu'on sensibilise les hommes sur nos différences. Oui. D'abord. Puis aussi, on n'arrête pas de nous catégoriser d'instables. Des fois, il y en a des méchants qui vont dire qu'on est folle parce que nos émotions sont de même. Fait que je me dis, si on en parle ensemble, ça va être plus gentil, bienveillant. Puis en même temps... Tu prends le plus fin de la gang, tu sais. Non? Je pense pas que je me définirais comme le plus fin de la gang. T'es bon comédien de bord. Ouais. Ben non, mais c'est plus... Non, des fois, c'est très... c'est très abrupt. Des fois, les affaires ont besoin d'être dites, puis je suis comme, non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Je suis de l'école de... Hey, la façon que tu te sens à propos de ça, ça t'appartient, là, c'est toi qui réagis. Ouais. Mais t'as l'air juste quand même dans ta façon de dire les choses. J'ose l'espérer. Ça, oui. Oui, je veux pas... C'est pas... Tu sais, je pense pas que je suis méchant, mais des fois, quand t'es direct au but, ça peut froisser, là. Oui. Ben, en même temps, moi, j'aime ça, hein. Je suis un peu impatiente des fois, fait que je suis comme straight to the point. Souvent du temps. Parfait, let's go on! Let's go on, parlons de santé féminine. Non, mais je trouve ça intéressant aussi d'avoir le revers du côté de l'homme, parce que c'est pas parce que ça nous habite, nous, la femme, que vous êtes pas impliqués là-dedans. Tu habites quand même avec une femme depuis quelques années déjà. Une couple d'années. Légère relation. Légère, ouais, de 26 ans. Ouais, fait que tu l'as vu dans... 26 ans. En couple? Oui. Puis là, ça fait combien de temps que vous habitez ensemble? Ça fait trop long, je sais pas. T'as quel âge? C'est peut-être Maybelline. Non, c'est moi. OK. Wow, 26 ans, c'est quand même incroyable. Non, j'ai 43. Quand même. Je vais avoir 43. OK, fait que plus que la moitié de ta vie. Ah oui, 100%, plus que la moitié de ma vie. Wow! Quand même. Ouais. En 2015, c'était la moitié de ma vie exactement. Toi, t'avais pas peur de l'engagement, là? Moi, j'y allais une chose à la fois. Ouais. Je serais une chose à la fois. Okay. Fait que, tu sais, on verra. On verra. Si tu es la femme de ta vie, c'est la femme du moment. Puis si le moment dure toute ma vie, ben ça va être ça. Je le dirai quand je vais être mort. Mais... Mon père a toujours dit la même chose. C'est vrai? Ouais. Good guy. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Ouais. Ben c'est ça, le fait que tu habites avec ta copine depuis aussi longtemps, on s'entend que tu peux pas être plus dans l'immersion de son cycle, par exemple, ou peut-être qu'elle est, je vais dire, plus stable, là, parce qu'il y en a qui ont des montagnes russes qui sont un petit peu plus abruptes que d'autres. Mais tu cohabites comment avec ça? Ben, dans les personnes, ma copine est dans les personnes les plus stables que je connaisse, sauf que, je veux pas, j'ai d'autres amis aussi, là. Puis j'ai pu remarquer certaines choses. Puis moi, tu sais, je veux dire, ça va. Tu sais, tant que tu comprends ce qui se passe, puis le pourquoi de la chose, c'est beaucoup plus facile à assimiler. Est-ce que c'est facile pour vous de comprendre? Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas parler pour tout le monde, je vais en parler pour moi. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, il y a un travail à faire. Là. C'est sûr qu'il y a un travail, il faut que tu t'intéresses, il y a de la curiosité, il faut qu'il rentre en ligne de compte, il faut que tu sois intéressé, puis il faut que tu veuilles faire la part des choses aussi. Donc, pour moi, pas de problème. Peut-être du fait que j'ai grandi avec un père infirmier qui m'expliquait les affaires aussi, tu comprends? Moi, j'étais là quand mon père a parlé des règles à ma sœur. C'est mon père qui en a présent parlé. dans cette discussion. Oui, j'étais là, puis j'étais comme, mais encore. Pourquoi? J'avais le droit de poser des questions, tu comprends? Fait que parce que dans ma famille, moi, c'était
quand même, c'était très ouvert. Puis je pouvais poser des questions. Puis mon père faisait notre éducation là-dessus. Tout ce qui était santé, c'était vraiment ça. Il y avait ma mère qui était là aussi, qui l'appuyait. Moi, il n'y avait pas de tabou. Tu sais, mettons, tu fais le lavage chez vous, puis tu prends les sous-vêtements de ta blonde. J'ai déjà entendu des gars faire comme « Ah, moi, je touche pas à ça. Puis je suis comme « Ah, là, je vais être très graphique. T'étais là avec ta face. il y a pas très longtemps. T'as mis ta bouche dessus. T'as mis ta bouche dessus. J'espère que t'as mis ta bouche dessus. Ça, c'est un autre sujet. Mais, tu sais, je comprends pas. Le dégoût de la femme lorsqu'elle vit cette période-là. Ouais. Ouais. Mais ça fait partie de la chose, là. Mais il y a vraiment deux types de gars, j'ai envie de dire. Il y en a probablement plus que deux, là, mais pour avoir vécu avec plusieurs hommes différents, il y a vraiment un peu deux écoles de pensée. Au niveau de la contraception, au niveau des règles, tu sais, il y a des gars qui sont tout à fait... Bien, ça fait partie de la vie, tu sais, qui apportent toujours des condoms, qui proposent toujours de le mettre, qui te demandent si tu prends la contraception, tu sais, qui veut faire des tests avant d'enlever un condom juste pour être sûr que tout le monde se sente bien. Puis, tu sais, comme... Et les règles, ben toi, est-ce que ça te dérange? Tu sais, comme on peut le faire quand même. Il y a plein de gars que c'est comme super ouvert, puis il y en a d'autres, c'est comme non, ça les ils veulent même pas savoir que ça existe. C'est comme s'il faut un peu les préserver de ça en faisant comme ah oui, non, je ne te le montrerai pas. Tu sais, c'est comme mes parents n'ont jamais fait de l'amour, mes parents n'ont jamais fait de oui, mais t'existes. C'est ça. Fait que moi, ça me dérange pas en même temps de garder une certaine, tu sais, mais je vais pas. Ça me dérange pas de respecter un inconfort par rapport à ça, mais en même temps, il y a une partie de moi qui fait comme « Hey, on va s'asseoir 2 minutes, puis on va en jaser. Là, on va enlever les petites barrières qui se situent entre toi et moi, puis tu vas tout comprendre. Je suis pas obligée de te montrer, là. » Absolument. Mais, tu n'es pas obligée de le voir, mon tampon, ou tu sais, non, c'est pas je nécessaire. comprends, mais tu sais, il y a une ouvrture, c'est la vie, là. Biologiquement, ça fait partie de la vie, là. Tout le temps, les gars qui sont comme genre « Ouais, si, frappe-les, du sang. » Puis là, genre... Au hockey, c'est pas grave. Au hockey, c'est pas grave, du sang, mais hey! Ce serait très grave. Je peux pas avoir dans tes culottes, par exemple, t'as une affaire. Je trouve ça... J'avais un de mes partenaires, jadis, j'avais trouvé le geste, puis je sais que ça va peut-être être étrange, là, mais je trouvais que c'était quasiment romantique, très amoureux, parce que plus je vieillis, puis ça, c'est une discussion que j'ai avec mon médecin, puis encore une fois, quand on parlait tantôt qu'on se connaît pas tant que ça, puis comme pourquoi mes douleurs sont de plus en plus intenses en vieillissant avec mes règles, par exemple. Puis j'ai un de mes partenaires qui m'avait dit « Est-ce que ça te soulagerait qu'on fasse l'amour? » Parce que, tu sais, ça vient de détendre ton corps, puis j'étais comme « Wow! » Est-ce que ça avait marché ou c'était une stratégie? Mais non, mais j'avais jamais pensé, tu sais, moi, à la limite, je suis du genre à prendre moins l'initiative sexuellement lorsque je suis dans ma semaine. Des fois, c'est juste une question de ça tente moins, mais il y a aussi une question de, tu sais, peut-être que ça ne tente pas, je veux pas y imposer ça, puis le mettre dans une situation qui sent mal parce que là, il me refuse, puis tu sais, on dirait qu'il y a tout le temps cette espèce de sentiment de culpabilité qui m'habite. Donc, de me le faire suggérer, j'ai juste fait comme, wow, savais-tu aussi que tu peux me faire un cunnilingus si j'ai un tampon, puis là, je suis allée peut-être un peu trop loin. Mais. Non, mais d'en parler. Lui, il était peut-être pas prêt à ça. Mais d'en parler, puis qu'il y ait la discussion, puis que des choses viennent des gars. T'sais, moi, je trouve ça le fun parce que c'est comme si bien sûr, on est responsable de la contraception, de nos règles, tu sais, je dis on est responsable de la contraception, on peut en jaser, mais mettons, pilule contraceptive, ce serait moi qui la prends, les règles aussi, mais quand je sens que le partenaire avec qui je suis est non seulement curieux et à l'écoute, mais même va un peu au-devant, tu sais, de même faire comme, aurais-tu voulu que je la paye avec toi, la pilule, aurais-tu... Moi, je la prends depuis, tu sais, je l'ai pris, en tout cas, pendant des années, je la payais, c'est correct. Est-ce que tu t'es déjà fait offert de payer la moitié des contraceptifs? Non. Toi, est-ce que tu as déjà payé la moitié des contraceptifs? Non. Est-ce qu'elle prenait un contraceptif? Oui. OK. Puis tu l'as pas suggéré? Ben, c'est correct là, qu'on n'ait pas le réflexe toujours non, c'est pas... non. OK, c'est correct. Je paye autre chose. Ben oui. Correct. Surtout là. moi, il ne paierait rien d'autre, là, tu sais. C'était tout moi qui payais, c'est pas vrai. Non, mais c'est une bonne... Mais non, c'est comme... c'est tous les mois, là. Mais j'ai jamais pensé à ça. Puis... Steph, je te donne du cash. Bien, parce que, tu sais, surtout à un bas âge, là, tu sais, c'est pas tout le temps couvert. Puis là, tu dis, OK, il faut que je le mette dans mon budget. Tu sais, moi, j'ai commencé à prendre la pilule à 12 ans. Tu sais, je gagnais pas beaucoup à 12 ans. Mais il fallait que je le prévoie dans mon budget. Puis d'avoir un partenaire qui avait, je vais dire, le luxe, parce que pour lui, c'est un luxe de pas mettre le condom.
Il y en a que ça dérange pas. Lui, ça a l'air que it was something really, comme ça changeait toute sa dynamique. Mais que moi, je sois celle qui prend les médicaments, qui paye les médicaments, je trouvais ça vraiment chiant d'avoir à être responsable de l'entièreté de notre sexualité, tu sais. T'as la charge mentale et économique en plus de la contraception. T'as l'air vraiment à réfléchir en ce moment. Oui, ben parce que j'ai jamais pensé à ça, puis c'est vrai. Ouais. C'est une chose à penser, puis c'est une chose qui est pas fausse. Après ça, comment ça fonctionne dans un one night stand, je sais pas, là, tu calcules le prix de ta pilule divisé par 28 jours. Non, après, c'est comme ça, c'est une journée, 53 cents. Tu vas rajouter, Viens avec un ami, 50 OK! Je sais pas comment ça marcherait, mais dans une relation de tous les jours, c'est vrai que c'est quelque chose que je pense pas que c'est si farfelu que ça, étant donné que vous êtes les deux à en bénéficier. Bien, au même titre que moi, personnellement, souvent, j'ai acheté les condoms, tu sais, puis ça coûte quand même cher, là, des condoms, quand tu as une vie moindrement active ou quoi que ce soit, puis même pas active, là, ceci étant dit, je veux pas juger la fréquence des gens, tout le monde, il va avec son besoin. Mais ceci étant dit, j'ai tout le temps participé, une fois c'était lui, une fois c'était moi, puis on contribue de part et d'autre, puis ça n'a jamais été je sais pas, j'ai jamais trouvé que c'était l'homme qui devait absolument payer le contraceptif, tu sais. Fait que, bref. Mais tu sais, tantôt, tu as dit la responsabilité de la contraception, puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être dans ta gang de gars, là, parce que toi, t'es marié depuis tout le temps, Éric, mais mais tu sais, j'ai déjà entendu de mon côté, mettons, un de mes amis gars avec une partenaire qui était sa blonde, ou même un one-night stand, puis la fille tombe enceinte. Puis t'es comme, tabarnouche, ça a l'air qu'elle prenait la pilule, mais je dis, à quel moment tu t'es responsabilisé par rapport à ça? Surtout quand c'est un one-night stand, tu dis... Hey, elle prend la pilule, fait que c'est correct. Tu restes responsable. Tu peux pas la blâmer pour ça. T'sais. Comment pouvais-tu avoir la certitude qu'elle n'a pas oublié sa pilule ce matin-là? Peut-être qu'elle-même, elle l'a oublié puis elle le sait pas. T'sais. Inévitablement, ça l'a oublié. Fait que c'est comme des discours que je suis comme, on nous responsabilise pour bien des affaires alors que ça leur aurait pris quoi, 2 secondes de mettre une capote? T'sais. Fait que je trouve ça un peu farfelu que ce soit la fille qui soit comme responsable de cet événement. Puis en plus, c'est elle qui va aller se faire... Surtout si on parle de pilule. Ouais. Tu sais. Mais ça va au-delà de ça. C'est vrai qu'on me responsabilise beaucoup parce que je considère que je pense que de mes amis filles, 95%, c'est eux qui achètent des condoms. OK. Ouais. Mais vraiment. 95%. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Dans mes histoires en général aussi, puis c'est comme si à un moment donné, là, tu sais, je fais comme, bon, mais là, le paquet est fini, tu vas-tu en acheter un autre? Puis là, ben souvent, je vais en acheter un autre parce que le gars, il revient, puis il est comme, ah, j'ai pas pensé, ah, j'ai oublié, ah, je l'ai oublié chez nous. Ouais, bon, mais c'est ça. Mais il y a une affaire aussi, là, je pense que c'est... Tu penses que c'est parce que je le fais? Non, pas du tout. Tu le fais pas? Je m'en vais pas du... Non, je m'en vais pas du tout. OK. Non, à un moment donné, comme, achète tes petites condoms, non, c'est que je parle en termes d'un one-night stand et tout, je pense qu'il y a une question de sécurité. Ben oui. Aussi. Mais oui. C'est ça. Je veux pas le mansplainer, là. Je veux juste faire part de ce que je constate. C'est que la fille va souvent l'acheter parce que si j'invite un gars que je connais pas depuis longtemps, je me mets dans une situation qui est comme, ah, mais c'est pas grave. Puis des fois, si t'as, mettons, un peu, oui, c'est à toi de dire non, whatever, mais encore là. La personne n'a pas à forcer pour. Tu comprends? Je veux dire, il y a une espèce de qui est vraiment pas correct de certains gars. Donc, je pense que c'est une question de sécurité aussi. Pourquoi elle l'achète? Pour être sûre de ne pas être dans cette situation-là. Absolument. Oui, mais, tu sais, mettons là, que t'es un gars, puis t'as un one-night stand, puis tu mets une fille enceinte, là. C'est toi, tu sais, je veux dire, t'es aussi responsable et aussi pris dans le truc que la fille qui est enceinte de ton... Tu sais, dans le sens où c'est partagé, là, si il y a des ITS, c'est partagé de part... Tu sais, dans le sens où les deux, tu sais, elle va se retrouver avec le fardeau, si je peux dire, mais ça va dans les deux sens. Pourquoi les gars sont comme si libres et insouciants par rapport à ça, puis les filles sont comme, non, mais il faut quand même se protéger, puis il faut faire ça, puis tu sais, comme... Oui, puis surtout, il y a aussi ça, puis là, je dis les gars, là, c'est pas tous les gars, là. Oui, absolument. Non, mais on peut quand même parler de beaucoup. Il y a une tendance. Sans avoir un nombre quelconque, majoritaire, minoritaire, mais il y a quand même une tendance, définitivement. Il y a définitivement une tendance, c'est clairement une culture. C'est quoi la solution? Wow! Hey, ma chum, j'ai pas mes 4,36 pour on va trouver une solution à soir. Non, mais mettons, parce que... That's above my pay grade. Non, mais on essaie de sensibiliser, bien sûr, mais tu sais, je veux dire, j'aimerais que tout le monde envoie cette vidéo-là à un gars de son entourage pour qu'il apprenne des choses. Mais outre ça, moi, dans mes relations, parce que si je m'installe jour 1 puis je fais comme, bon, là, moi, je suis tannée de payer ma pilule toute seule, je veux que les condoms, ce soit 50-50 minimum ou que t'aies tes affaires. Je veux dire, c'est sûr qu'il va faire comme... C'est beaucoup. Oui, absolument.
C'est quoi l'équilibre? Peut-être que si le gars, il dit c'est beaucoup, peut-être qu'il vaut pas la peine. Oui, je comprends ton point. Tu sais, mettons, c'est bon là, de faire des concessions puis tout, là, mais si ça rentre pas dans tes valeurs, mais peut-être que c'est juste pas bon pour toi. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi, là, vouloir garder des gens dans ta vie coûte que coûte, là, non. C'est pas une bonne chose non plus. Il y a du monde que, ça va être ça. C'est là que je te disais que je suis pas la personne la plus gentille ou la plus... Quand je suis, tu sais, c'est comme, pour moi, si j'ai gentil... Mais tu es juste, c'est ça que je disais. Fair, non, je te le donne. C'est correct de dire les choses. Cette personne-là, elle ne fit pas dans ton cadre. Fait que c'est correct de la discarter. Oui, mais il est tellement mignon puis il me fait des œufs le matin. Non. C'est calisse. Tu comprends, je veux dire? C'est beau là, qu'il te fasse des œufs le matin, mais tu veux pas avoir à dealer avec un œuf qui grandit en toi plus tard. Oh! Émile Deligand sort de ce corps! Yes! T'as-tu vu la poésie? Je suis un fucking poète. Est-ce que tu serais à l'aise? J'ai mal à la tête, mais genre, j'étais fort là-dessus. Moi. Mais là-dessus, là, parce que clairement, t'as des éveils, t'as une espèce de haha moment par rapport à la discussion qu'on a en ce moment en tant qu'homme. Est-ce que c'est le genre de discours que tu serais à l'aise d'aborder entre chums de gars après, de faire comme, hey, j'ai jasé avec des femmes, puis ils m'ont fait réaliser telle affaire. Est-ce que vous êtes à l'aise de dans mon groupe de gars, encore là, moi, je parlerai pas pour tout le monde. Dans mon groupe de gars, on parle de ces affaires-là constamment, des relations interpersonnelles, hommes-femmes et tout. Donc, on parle de ces affaires-là. On parle de tout ça. Des gars qui sont célibataires, des gars qui sont en couple, des gars qui vont se marier, des gars qui sont mariés depuis longtemps maintenant. Puis, tu sais, on a différents trucs. Mettons, si on a un gars célibataire qui est comme genre, hey, j'étais sur un one night, puis il me parle d'une situation, on décortique, on explore la situation. C'est cool. Fait que ça, c'est oui, mais j'engage les gars à faire ça aussi, définitivement, dans leur groupe à eux aussi. J'ai comme pour dire de si, dans ton groupe de gars, tu parles juste de quelle fille qui est vraiment belle, puis du hockey, à un moment donné, ça stagne. Là. Il y a d'autres affaires dans la vie. J'ai l'impression que les hommes parlent plus de ce genre de choses-là, peut-être aujourd'hui, je sais pas, mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gars qui n'ont pas ce réseau-là autour d'eux pour pouvoir... Oui, absolument. Absolument, c'est pas quelque chose qui est prôné. Même plus âge, tantôt Valérie et moi, on jasait justement de notre propre, je vais dire, éducation sexuelle. Val, elle disait qu'elle aurait aimé ça, avoir des connaissances plus jeunes pour mieux comme entamer sa vie sexuelle pleinement épanouie, disons, mais même par rapport à l'éducation, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose que les gars sont gênés d'en jaser souvent entre eux, tout dépendant de leur cercle social, ils vont comme aller s'éduquer sur Internet ou je sais pas. Parce qu'on est supposé... Vous avez le fardeau, mettons, un des fardeaux que vous avez, c'est la contraception. Oui. Nous, on est supposé savoir. Ah, OK. On est supposé prendre en charge. On est supposé savoir comment ça... Fait que demander la question, des fois, c'est comme ça... Il ne sait pas. Tu comprends? Je veux dire, on est supposé... Le fardeau qu'on a, là... Chose que j'ai entendu beaucoup de femmes dire... m'a même pas fait venir. Wow! T'es un peu... en charge de ta sexualité aussi. Là. Il ne m'a pas fait venir. C'est beaucoup, là. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour te faire venir? Tu comprends, je veux dire? Fait que nous, déjà, le fardeau qu'on a, c'est qu'on est supposé tout savoir là-dessus, être performant, avoir, c'est ça, là, genre un outil Mastercraft ici qui fait tout, là. Tu sais, veux-tu une cabane à oiseaux? Bang, 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 bang. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. Je comprends, mais j'ai aimé ça. L'image était vraiment quand même assez fucked up. Je suis quand même un peu désolé là-dessus. J'ai quand même aimé ça. Non, mais l'image. Non, mais parce que t'es quand même plus proche de mon bassin. Je l'ai vu. Je l'ai vu, la cabane à oiseaux. Parfait, merci. C'est ça. Il a cogné à la porte. Moi, je veux savoir, tu sais, l'oiseau était telle grosseur. Non, ça, j'ai pas un condor, madame! Non, mais je veux juste dire une chose. Ça dégénère. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Bon, il est trop tard. Je peux plus faire un commentaire sans Non, vas-y. Non, mais je comprends ce que tu veux dire sur le poids de l'homme d'être comme le mastermind qui est supposé tout gérer puis être le meneur de ça puis que la femme soit au 7e ciel. Je pense que ces commentaires-là de femmes qui disent « il m'a pas fait jouir », je pense que ça vient d'un ras-le-bol de plusieurs hommes qui ont été dans des relations sexuelles avec des femmes qui se concentraient sur le coït et sur leur propre plaisir et que la fin de l'événement sexuel était quand lui avait son orgasme. Et que je pense que c'est une espèce de « hey, on est deux, c'est le fun d'avoir du plaisir les deux, mais il y aurait moyen. » Après ça, il y a une façon aussi de le dire, de le communiquer, de guider son partenaire vers ce qui nous fait plaisir ou ce qu'on aime nous, parce que tout le monde est différent. 100%. Mais je pense qu'il y a encore des hommes qui considèrent qu'ils viennent
Absolument. Puis je te dirais, là, genre, c'est pas une joke de moi, là, mais c'est un comédien qui a fait qui s'appelle Andrew Schultz, que j'apprécie beaucoup. Tu sais, comme ça, les gars, faites-la orgasmer en premier, puis après ça, faites ce que vous avez à faire. Parce que ce qui est plus dur à faire, c'est faire orgasmer une fille. OK? On va se le dire. Puis souvent, quand j'étais, les gens sont comme genre, pardon, si jamais on met un gun sur la tempe, puis on me dit, il y a un gars, il y a une fille, faut que t'en fasses venir un, je le suce lui, là. Elle, je le sais pas. Toi, je sais comment. Viens ici, mon homme, ça va se passer. Ça va si je veux, ouais. ça va aller vite après de ça. I know what that math can do. Mais genre, si je suis dans cette situation-là, c'est le gars qui passe. Ouais. Puis je suis d'accord avec ce gag-là, c'est très vrai. Fait que dans tous les cas, occupez-vous de mademoiselle en premier. On va s'occuper de monsieur, occupe-toi de monsieur après, tu sais comment ça, tu sais. Puis de se responsabiliser dans l'ensemble de l'œuvre aussi, parce que si jamais ça se passe, parce que bon, trop de plaisir, incapable de se contrôler, peu importe, ça arrive, c'est comme ça, puis c'est bien correct. Trop de plaisir, incapable de ça. Ah oui! Je l'image non, mais si, exemple, madame n'a pas eu son petit bonbon, mais comme, c'est correct de, tu sais, moi, c'est arrivé, je suis comme, hey, moi, j'ai pas fini. Comme, reste ici, embrasse-moi, c'est correct, c'est pas grave, mais comme, on peut continuer. C'est pas obligé de s'arrêter là. 100%. Puis de continuer à faire autre chose. La sexualité, c'est autre chose qu'une pénétration, mais il faut aussi être capable de le communiquer. 100%. Oui, tout simplement. Je pense que c'est tasser un peu l'ego de ceux qui pensent qu'ils devraient être capables de faire certaines affaires, communiquer plus, puis être plus dans l'égalité puis dans l'ouverture. Puis on va tous être heureux, tous ensemble. Amen. Yes. Ben merci beaucoup. Tu vois, c'est le fun de parler de santé sexuelle féminine 100%. et santé féminine tout court parce que tout est dans tout. Oui. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est ensemble. Dans la cabane à oiseaux. Bang, bang, bang! Excusez, désolé. Encore. Un gros merci. C'est sûr que tu restes avec cette image-là tout le reste de l'année. Moi, je excuse-moi. Désolé. C'est correct, c'est correct. On salue Steph à la maison. Planté des clous, excuse. C'est fini. Hey, on va... Le générique est fini, ça va rien. Le générique. On salue Steph à la maison parce qu'elle a du fun avec son moineau, puis on se revoit la semaine prochaine. Son moineau. Salut tout le monde, c'est Catherine. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui me touche particulièrement en lien avec la thématique de la santé au féminin. Il s'agit de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est causé à plus de 90% par les virus du papillome humain. Malheureusement, j'ai une amie proche, une collègue depuis presque une dizaine d'années qui est décédée à l'âge de 34 ans d'un cancer du col de l'utérus il y a seulement quelques temps. Et ça m'a fait réaliser à quel point c'était primordial non seulement de se faire dépister, mais également de prévenir les virus du papillome humain grâce au vaccin qui est disponible. Moi, j'ai pas eu la chance d'être vaccinée à l'école. Je suis juste un petit peu trop vieille pour en avoir bénéficié. C'est la même chose pour mon amie Juliane. Elle était née en 1990. Le vaccin a été accessible aux cohortes à partir de 1993. Donc, moi, ça me fend le cœur de savoir que si Juliane était née 3 ans plus tôt, elle serait jamais décédée du cancer parce qu'elle aurait eu accès au vaccin. Et aujourd'hui, on y a toutes et tous droit. On vaccine maintenant les garçons et les filles en 4e année du primaire. Mais si vous n'avez pas eu le vaccin, je vous invite à le demander, à aller le chercher. Malheureusement, il y a encore des coûts qui sont attribués à ce vaccin-là. Il faut faire de la pression auprès du ministère de la Santé pour le rendre accessible, pour le rendre gratuit à toutes celles et ceux qui en font la demande. Mais sachez que ça existe, donc on est chanceux, on a un vaccin qui peut prévenir un cancer, celui du col de l'utérus, mais il prévient également toutes sortes d'autres cancers, que ce soit les cancers liés aux organes génitaux, le cancer de la gorge, le cancer de la bouche. Donc, ça nous concerne autant femmes que les hommes. Et je rappelle également que le dépistage, c'est crucial et contrairement à ce qu'on nous a appris, il faut pas se fier au seul pap test pour s'assurer de la santé de notre col de l'utérus, de notre utérus. Il faut également demander le test VPH. Encore là, il y a du travail à faire. Il n'est pas accessible partout gratuitement à travers le Québec. Dans certaines régions, il est seulement disponible encore au privé.
Malheureusement, on ne prend pas assez au sérieux encore la santé au féminin au Québec et dans nos sociétés de façon générale. Donc, je nous appelle à nous mobiliser, à partager l'information parce qu'il faut d'abord en être conscient pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre des décisions qui sont éclairées. Donc, je vous invite à le faire en grand nombre au nom et en mémoire de Juliane.